Partout dans le monde, les gens font des crédits pour monter leur boîte, partir en vacances ou s'offrir la caisse de leurs rêves. Mais il existe un pays ultra-tech où vous vous endettez sur plusieurs générations juste pour le droit fondamental d'exister et d'aller bosser. La Corée du Sud a bâti l'une des économies les plus puissantes du globe. Mais à quel prix? Pourquoi élever un seul enfant y coûte la somme délirante de 280 000 $, soit plus qu'aux États-Unis, en Allemagne ou en France? Pourquoi des millions de jeunes acceptent-ils de lâcher $1,5 million de caution à de riches rentiers juste pour avoir le droit de dormir dans un cube en béton? Et surtout, pourquoi dans cet état en apparence parfait, réglé comme une horloge suisse, 40 personnes mettent fin à leur jour chaque putain de jour, ne laissant derrière elles que de simples mots d'excuses? Aujourd'hui, on va disséquer l'anatomie de la dépression sud-coréenne. On va voir comment toute une société a transformé ses citoyens en biorobots. Faites-vous couler un café, installez-vous bien, c'est parti. Contrairement à la majorité des pays, la Corée du Sud s'est enrichie sur le dos de sa propre population. Ils n'ont pas de territoires immenses, pas de puits de pétrole, pas de mines d'or. À l'époque, le gouvernement a fait un calcul simple. Puisqu'il n'y a rien à pomper dans le sol, on va exploiter la matière grise. Ils ont fait un pari absolu sur l'humain. Et ce pari s'est avéré gagnant à 100%. Le miracle économique coréen a bien eu lieu. Mais encore une fois, à quel prix? Jetez un œil à la carte. Ça, c'est l'agglomération de Séoul. Un minuscule bout de terre qui représente à peine 11% du territoire national. Et le truc le plus dingue, c'est que la moitié de la population y vit. Plus de 26 millions de personnes, littéralement compressées sur un seul point géographique. C'est pile ici, dans cette promiscuité suffocante, que se génère 70% du PIB du pays. Les Coréens eux-mêmes en rigolent jaune depuis longtemps. Ils appellent leur pays la République de Séoul. Vous allez me dire, et alors, partout dans le monde, on monte à la capitale pour chercher une vie meilleure? Sauf qu'en Corée, ce n'est pas un choix. Si un jeune ne veut pas moisir dans une province fantôme au milieu des retraités, il a exactement une seule option: faire ses valises. Pourquoi? Parce que Séoul concentre 80% des sièges sociaux des grandes corpos et absolument toutes les universités de prestige. Ajoutez à ça le culte coréen de la réussite, où les gosses sont programmés à la compétition dès le bac à sable, et tout le monde finit par s'entasser dans la capitale. C'est l'hypercentralisation dans toute sa splendeur. Une concurrence tellement féroce que le scénario de Squid Game ressemble à un petit team building sympa à la compta. Et c'est précisément là, dans cet étouffement total, que se cache la cause première des statistiques désastreuses du suicide. Prenons un jeune Coréen moyen. Il est brillant, il a fait son service militaire sans broncher. Il a survécu à cette boucherie ultra compétitive et a décroché un taf. Il gagne environ 35 000 $ par an. C'est le salaire moyen là-bas. Ça a l'air pas mal, non? Sauf que maintenant, il veut la même chose que n'importe quel être humain normal. Se marier, faire un gosse et s'acheter un appart. Un petit T3 classique dans une banlieue dortoir de Séoul. On ne parle pas d'un penthouse de luxe avec vue sur le fleuve. Vous savez combien ça coûte? 1 million de $. En économie, il y a un indicateur très chiant qui s'appelle l'indice PIR. En gros, ça calcule le nombre d'années pendant lesquelles vous devez mettre de côté l'intégralité de votre salaire. Jusqu'au dernier centime. Oubliez la bouffe, les fringues, les impôts. Tout ça juste pour vous payer un appart standard. Pour que vous réalisiez l'ampleur de l'anomalie coréenne, regardons vite ce tableau et comparons Séoul aux autres capitales mondiales. Regardez. 30 ans. Notre héros doit littéralement se nourrir par photosynthèse, boire l'eau de pluie et recharger son téléphone sur les prises du bureau pendant 3 décennies. Et tout donner à la banque. Même en mode survie extrême, il lui faudra 30 années de boulot non-stop. Mathématiquement parlant, acheter un logement pour lui n'est pas compliqué. C'est strictement impossible. Face à cette équation, notre jeune Coréen tire un trait sur l'achat. Mais faut bien pioncer quelque part. Et c'est là que le système lui donne le coup de grâce. Franchement, même les pires requins de Wall Street passeraient pour des enfants de cœur face au marché immobilier de Séoul. Vous croyez qu'il suffit de lâcher un billet de 1000 balles pour louer un truc, comme partout ailleurs? Oubliez ça. La plupart du temps, on vous proposera le système local, le Jeonse. Sur le papier, c'est magique. Vous ne payez aucun loyer mensuel, que dalle. Mais pour récupérer les clés, vous devez virer au propriétaire une caution de 300, 400, voire 500 000 $. Cash, direct. Le contrat dure strictement 2 ans.
Et voilà la vraie magie du capitalisme, celle où les riches deviennent toujours plus riches. Pourquoi le proprio vous logerait à l'œil? Parce qu'il prend votre demi-million et le fait fructifier. Il achète des actions ou un autre appart. En fait, vous accordez à un riche rentier un prêt colossal à taux zéro. Vous financez l'empire financier d'un autre juste pour le droit de dormir dans une boîte en béton. Au bout du rouleau, notre gars cherche en lointaine périphérie et tombe sur le système Wolsey, une location mensuelle classique. Il souffle de soulagement. Dieu merci, au moins ici c'est normal. Je vais payer mon loyer de 1000 balles et vivre tranquille. Mais le capitalisme coréen ne lâche jamais sa proie. Pour avoir le simple privilège de payer ces 1000 balles, on va encore vous exiger un dépôt. Moins stratosphérique que pour le Jeonsei, certes, mais préparez quand même entre 10 000 et 100 000 dollars. Vous immobilisez un capital énorme chez le proprio, et par-dessus ça, vous lâchez votre loyer. Prenez 2 secondes pour savourer l'absurdité du truc. Dans le reste du monde, les gens font des crédits pour améliorer leur vie. Acheter une belle bagnole, lancer une start-up ou au moins se payer un beau voyage. En Corée du Sud, tu te fous dans la merde financière juste pour le droit fondamental d'exister et de te pointer au boulot à Séoul. Tu n'as encore rien acheté à toi, mais tu as déjà la corde au cou. Vous commencez sans doute à piger d'où vient cette terrifiante dépression nationale et ces chiffres flippants sur le suicide. Mais accrochez-vous, c'est pas fini. Ce Séoul impitoyable ne laisse même pas aux gens le temps d'évacuer la pression accumulée. Comme notre gars a dû louer en grande banlieue pour réduire sa caution, son quotidien se transforme en enfer logistique. En moyenne, ce type de salarié crame entre 2 et 4 heures par jour dans les transports. Rendez-vous compte. 4 heures de vie chaque foutu jour, jetées par la fenêtre d'une rame de métro bondée et moite. Et n'oubliez pas le contexte, c'est un pays qui pulvérise régulièrement les records mondiaux du temps de travail, parmi les États développés. Ce mec n'a physiquement aucun temps libre. Zéro. Quand est-ce qu'il drague? Quand est-ce qu'il se fait des potes? Quand est-ce qu'il peut juste se poser, souffler un coup et se sentir vivant? La réponse est jamais. C'est devenu un biorobot. Une simple ligne de code dont l'unique but sur Terre est de rembourser la banque pour avoir le droit de dormir un peu, loin de son bureau. C'est très exactement là, dans cet interminable jour sans fin fait de dettes colossales, de manque de sommeil chronique et de solitude absolue, que le cerveau finit par disjoncter. Mais l'enthousiasme a ses limites. Sous une pression aussi extrême, n'importe qui finit par faire un bon gros burn-out. Dans n'importe quel pays occidental, un mec au bout du rouleau appelle ses potes, pleure un bon coup chez sa mère ou file voir un psy. Sauf qu'on est en Corée du Sud. Et ici, la mentalité locale vient transformer cette crise en cauchemar absolu. Pour piger l'horreur de la situation, il faut remonter à la source, le confucianisme. Le monde occidental s'est bâti sur la culture de la culpabilité. Le monde coréen, lui, s'est bâti sur la culture de la honte. Ici, c'est le Shemyeon qui dicte sa loi, l'obsession de sauver la face. En Corée, tu ne t'appartiens pas. Tu es le projet d'investissement principal de ta famille. Et c'est loin d'être une métaphore poétique. Checkez ce tableau. Vous voyez le fossé gigantesque avec le reste du monde? En Corée, le coût de l'éducation d'un enfant par rapport au PIB pointe à 7,79. En langage humain, pour élever un seul gosse de sa naissance à ses 18 ans, un parent doit taffer presque 8 ans non-stop. Il cède 100% de ses revenus sans jamais dépenser un centime pour sa propre gueule. Selon la presse locale, un gosse coûte la somme délirante de 270 à 280 000 dollars à sa famille. Et la quasi-totalité de ce budget est engloutie par l'industrie de l'éducation privée, les fameux Hagwon. C'est pour ça que la jeunesse coréenne subit une pression morale et financière écrasante dès le plus jeune âge. Maintenant, imaginez que notre gars se fasse virer. Il a un crédit monstrueux sur le dos, contracté juste pour le droit de bosser à Séoul. Comment il va affronter ses parents pour leur annoncer ça? Dans la logique coréenne, il n'a pas juste connu un échec professionnel. Il a mis en faillite l'ultime projet familial et ruiné à tout jamais l'honneur de ses parents devant le voisinage. Lisez les lettres de suicide en Occident. Les gens y vident souvent leur sac. « Je vais mal, ce monde est trop cruel, j'en peux plus ». Mais vous savez ce qu'on trouve dans les lettres coréennes? Quasiment aucune émotion. Il n'y a que des excuses. En 2014, le drame du quartier de Songpa a glacé le sang de tout le pays. Une mère et ses 2 filles, coincées dans une impasse financière absolue, ont mis fin à leur jour dans leur minuscule appart de location.
Sur la table, la police a trouvé une enveloppe avec leurs derniers 500 $. Dessus, il y avait écrit « Cher propriétaire, pardonnez-nous. Voici l'argent pour le dernier loyer et les charges. Nous sommes vraiment, vraiment désolés. » Ces gens crèvent de misère et de désespoir, mais leur ultime pensée avant de mourir, c'est de ne pas causer de tort financier à leurs rentiers. Ou lisez les lettres de ces jeunes qui ont foiré un entretien ou un diplôme. On croirait un copier-coller macabre. Papa, maman, je suis tellement désolé. Vous avez trimé si dur pour me payer des études, et je ne sers à rien. Je ne veux plus gaspiller votre argent. Pardon d'être né ainsi. Là, vous allez me dire, pourquoi ne pas juste consulter un médecin ou un psy? Bordel, on est au 21e siècle. C'est vrai, on peut. Mais la matrice coréenne a planqué ses pièges les plus vicieux jusque dans les cabinets médicaux. Imaginez la scène. Un Coréen débarque chez un psychiatre à Séoul et lâche « Je suis à bout, aidez-moi ». Le médecin l'écoute et lui colle dans son dossier médical le fameux code F, la validation officielle d'un diagnostic psychiatrique. Que ce soit une dépression lourde ou un banal burn-out, le système s'en fout. Dès cet instant, cette lettre devient la marque au fer rouge. Les compagnies d'assurance ont accès à ces bases de données. Et si le service RH d'une méga-corpo capte votre code F, on vous rayera discrètement des listes de promotion. Si vous cherchez un taf, votre CV partira en chute libre dans le broyeur. La logique corporate est chirurgicale. À quoi bon garder un rouage qui a officiellement avoué qu'il pouvait péter quand le grand mécanisme capitaliste tourne à la perfection? Pour être réglo, il faut avouer que le gouvernement a fini par capter le désastre. Dès 2013, ils ont tenté un patch en créant le code Z. C'est une balise sans risque pour les consultations de stress léger qui ne flingue pas votre carrière sur le plan juridique. Mais c'est là que se planque la douille. Ce code n'est valable que tant que vous faites de la parlotte avec le médecin. À la seconde où le psy vous prescrit de vrais antidépresseurs ou des somnifères costauds, le système vous recolle automatiquement le code F. Conséquence, la terreur est toujours bien là. Les gens savent qu'une grosse dépression ne se soigne pas juste avec de belles paroles. Mais ils sont toujours terrorisés à l'idée de franchir la porte d'une clinique, de peur de ruiner toute leur existence avec une simple ordonnance. Le voilà, le piège mental ultime. Se plaindre aux parents? Impossible, ça fait perdre la face à la famille. Aller voir un psy? Trop risqué, tu te prends un code F et tu tues ta carrière. Pleurer sur l'épaule des collègues? Oublie, ce sont tes concurrents directs. Tu te retrouves muré dans ton désespoir, seul au milieu d'une mégalopole grouillante. Mais faut bien relâcher la pression. Le cerveau a besoin de déconnecter de cette angoisse de l'avenir pendant quelques heures et d'oublier les trajets interminables en métro. Et le système te glisse avec un grand sourire son petit fixe. La fameuse petite bouteille verte, le soju. Ce n'est pas juste un alcool local, c'est l'antidépresseur numéro 1 de la Corée. Les stats sont dingues. La Corée du Sud est l'un des pays qui siffle le plus d'alcool fort au monde. Chaque soir, des millions de Coréens se gavent de spiritueux à bas prix, juste pour s'anesthésier la gueule. Juste pour avoir le courage de se lever le lendemain, de retourner à ce job qu'ils détestent et de céder un morceau de leur vie en plus à la banque. Sauf que le soju est un putain de traître. Il ne guérit rien. Il agit comme un bouton pause, mais le lendemain matin, la réalité revient vous écraser avec une double violence. Et un jour, bloqué dans un bouchon de plus ou les yeux rivés sur un compte en banque à sec, le gars réalise que la bouteille verte ne fait plus effet. L'anesthésie s'est dissipée. Et c'est là qu'il ne lui reste plus qu'une seule et unique issue. Selon les médecins légistes du pays, près de 45% des suicides sont commis sous l'emprise de l'alcool. Le plus terrifiant là-dedans, la grande majorité de ces victimes n'avaient aucun passif psychiatrique. C'étaient de simples employés de bureau, morts de trouille à l'idée d'aller chez le médecin de peur d'être virés. Ils ont noyé leur douleur dans le soju. Et à un moment donné, sous l'effet de l'alcool, leur instinct de survie a tout simplement débranché. À quoi ça mène au final ce piège mental parfait? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après les statistiques officielles de 2024, près de 15 000 personnes se sont suicidées en Corée du Sud. Réalisez bien, 40 morts par jour. Ça fait plus de 10 ans que c'est le tueur numéro 1 de toute la jeunesse coréenne. Mais 2024 a marqué un tournant encore plus glauque. Pour la première fois de l'histoire, le suicide a dépassé le cancer pour devenir la première cause de mortalité chez les quadragénaires.
Écrasés par les crédits et les frais scolaires des gamins, ces gens se font littéralement broyer vivants par le système. Et la pire des nouvelles, c'est qu'on ne réglera pas ça avec un petit coup de polish. Le gouvernement passe son temps à traiter les symptômes. Il crée des codes anonymes chez les psys, balance de petits chèques à la naissance, supplie les entreprises de lever le pied. Mais c'est comme coller un bout de scotch sur une fracture ouverte. Pour enrayer cette épidémie de désespoir, l'État va devoir dynamiter tout son modèle économique depuis les fondations. Il va falloir littéralement démanteler la République de Séoul et forcer des multinationales à s'installer en région pour faire péter la bulle immobilière. Il va falloir briser l'industrie des cours privés qui rackettent des centaines de milliers de dollars aux familles. Il va falloir abattre cette culture toxique où la valeur d'un être humain se limite à son score d'examen et à une misérable ligne sur un CV. Et si le gouvernement ne réécrit pas rapidement les règles du jeu, cette magnifique machine capitaliste, lisse et bardée de néons, finira tout simplement par s'auto-dévorer. Si vous avez kiffé cet épisode et que vous voulez continuer à fouiller la face sombre de notre monde, abonnez-vous à la chaîne et pétez le compteur de likes. Dites-moi dans les commentaires quel pays ou quelle dinguerie économique on doit braquer la prochaine fois. Merci pour votre temps, n'oubliez pas de souffler un peu, et on se capte dans la prochaine vidéo.